Bonjour. Nous arrivons à la fin de notre série de conférences et nous vous remercions très vivement de votre participation tout au long de cette année. Nous avons parcouru la Gaule, Pompéi et une partie de l'Italie. Nous avons traversé la Libye et visité la Croatie romaine pour en extraire des cas, des données archéologiques qui changent la donne par rapport à nos connaissances sur la production agricole et l'économie antique. Il y a plus de 10 ans, professeur Andrew Wilson de l'Université d'Oxford a démarré le séminaire de la chaire du professeur Brun en 2012, le premier invité sur la thématique de la technique et son impact pour l'économie de la Méditerranée antique. Jean-Pierre Brun a voulu marquer une coopération intellectuelle et matérielle qui a donné ses fruits par des approches forcément différentes, par des formations elles-mêmes diverses. Nos recherches se complètent et nous avons beaucoup à apprendre de la largeur de vue que les travaux de Andrew Wilson apportent dans la science. Andrew Wilson, professeur d'archéologie de l'Empire romain à All Souls College, est un éminent spécialiste de la technologie antique, de l'archéologie romaine et plus particulièrement de l'économie romaine et de l'urbanisme. Ses travaux portent sur les aqueducs, le captage d'eau et d'une manière générale des machines mises en œuvre par les Romains. Il a fouillé et étudié des systèmes hydrauliques antiques en Italie, au Maroc, Tunisie, Libye, Syrie et Chypre, et mène actuellement des fouilles aphrodisiaques en Turquie et à Utica en Tunisie. Il a porté une grande attention sur les aménagements hydrauliques, dont un premier aperçu a été présenté au Collège de France en 2012 et vous pouvez consulter les enregistrements audio et vidéo en ligne sur le site. Andrew Wilson conduit également un survey archéologique en Afrique du Nord et se montre particulièrement sensible aux conditions actuelles de plus en plus dégradantes en Afrique du Nord et au Proche-Orient pour la préservation des sites archéologiques. Il co-dirige The Oxford Roman Economy Project ainsi qu'un projet de recherche sur les trésors de monnaie de l'Empire romain qui est en train de transformer notre compréhension de la production, de la circulation et de l'utilisation des pièces de monnaie. Du 1er au 3e siècle de notre ère, c'est la période qui nous a le plus préoccupés et nous avons de bonnes raisons de penser qu'une certaine croissance économique se fait sentir dans le monde méditerranéen. Une amélioration des rendements agricoles peut aller vers la diminution du nombre d'exploitants et de l'augmentation de la surface cultivable. Même si nous manquons des statistiques antiques, il commence à être possible de quantifier certains phénomènes économiques en comptabilisant les vestiges que l'archéologie met au jour en quantité toujours grandissante, comme l'état du commerce, la diffusion des produits, le sort des conteneurs et les évolutions régionales, techniques et culturelles. Nous essayons de mesurer les effets. Nous parlons même d'une révolution agricole, vue par la rapidité de la diffusion et de l'adoption des nouvelles technologies, sans mesurer la résistance éventuelle de la tradition. En 2012, Andrew Wilson a voulu dresser le bilan sur les machines élévatrices de l'eau et la croissance économique dans l'Antiquité. Aujourd'hui, nous lui demandons d'accomplir une tâche encore plus structurante et faire la synthèse des apports archéologiques de données les plus récents. Je lui laisse la parole. Merci, Despina. Et bonjour à tous. C'est un grand honneur et un plaisir d'avoir été invité à conclure cette série de conférences pour Jean-Pierre Brun, dont le travail a été une grande source d'inspiration pour moi. Je suis appelé à évaluer la contribution de l'archéologie dans le débat sur l'économie romaine. Pour un chercheur anglophone comme moi, il est presque impossible de le faire sans partir de la vision de l'économie antique de Sir Moses Finlay, qui prévalait encore parmi les historiens de l'Antiquité
lorsque j'ai commencé ma carrière de chercheur en tant que doctorant dans les années 1990. Je veux essayer d'esquisser comment l'archéologie a contribué à la révision de ces vues et suggérer quelques pistes sur la manière dont elle peut également nous aider à réfléchir à la question de la croissance économique. Ce faisant, je reviendrai sur un certain nombre de sujets soulevés par Wilhelm Jungmann dans sa conférence d'introduction à cette série. L'ouvrage de Moses Finley, The Ancient Economy, l'économie ancienne, a été l'un des plus importants livres de l'histoire ancienne du siècle dernier, et aussi, à mon avis, l'un des plus profondément erronés. Il était important parce qu'il était profondément erroné, et il a lancé un débat entre historiens et archéologues dans lequel, pendant les 20 premières années, les historiens ont eu le dessus. Mais ensuite, le point de vue archéologique, je pense qu'il est juste de le dire, a complètement changé la réflexion sur l'économie antique. Finley a réagi contre l'histoire sociale et économique de l'Empire romain de Mikhail Rostovtsev, un ouvrage qui avait largement utilisé des données archéologiques. Plus particulièrement, Finley critique l'idée de Rostovtsev selon laquelle une bourgeoisie urbaine dirigeait la production et le commerce. Suivant l'exemple de l'anthropologue et économiste Karl Polanyi, Finley a soutenu que l'économie antique ne devrait pas être abordée à l'aide des concepts de la science économique moderne, car l'homme antique n'avait aucune notion de l'économie en tant que sphère distincte de la société. Et parce que les actions économiques dans l'Antiquité étaient déterminées non pas principalement par des préoccupations économiques, mais par des préoccupations sociales. Elle était socialement intégrée. Selon lui, ce sont le statut et l'idéologie civique et non les motivations économiques rationnelles qui régissaient les actions économiques dans l'Antiquité. En simplifiant quelque peu par souci de brièveté, le monde économique de l'Antiquité et envisagé par Finley était basé sur l'agriculture. C'était d'une importance primordiale, mais qui était principalement pratiqué au niveau de subsistance, ou presque. Il n'y avait pratiquement pas de commerce à longue distance de produits de base. Les coûts de transport étaient élevés, limitaient le commerce à longue distance aux produits de luxe qui étaient économiquement marginaux. Les élites étaient intéressées et impliquées dans l'agriculture, mais pas dans le commerce ou la production. Les villes sont essentiellement consommatrices et parasitées. Les campagnes qu'elles contrôlent sans fournir de biens ou de services significatifs en retour. La production urbaine, lorsqu'elle existe, est essentiellement limitée. Il n'y avait pas de développement technologique digne de ce nom, donc pas de potentiel de croissance par habitant. En fait, il n'y avait pas de réelle croissance économique. Je contesterai chacun de ces points, à l'exception de l'importance de l'agriculture, mais je contesterai certainement la théorie selon laquelle l'agriculture était essentiellement de subsistance et seulement vivrière. En d'autres termes, je considère que les vues dominantes de l'économie romaine qui ont prévalu parmi les historiens anglophones des années 1970 aux années 1990 sont totalement fausses.
L'une des solutions pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les archéologues et les historiens consiste à collecter des données chronologiques afin d'asseoir le débat sur une base factuelle. C'est ce qui a motivé l'Oxford Roman Economy Project, Callum Bowman et moi-même, nous avons mis en place en 2007 en essayant de collecter les données archéologiques et documentaires qui pouvaient servir d'indicateurs indirects de l'activité économique. William Youngman et d'autres personnes faisaient la même chose à cette époque, et nous voulions en particulier nous pencher sur des questions telles que la possibilité de détecter soit la croissance de la population, soit la croissance per capita, ou même la croissance de la population et la croissance per capita en même temps. Wim Youngman vous a montré toute une série d'indicateurs indirects et je ne vais donc pas les répéter. Ils sont tous problématiques d'une manière ou d'une autre, mais je ne conteste pas que cumulativement, ils indiquent une tendance à la croissance de la fin de la République jusqu'au milieu du deuxième siècle de notre ère, plusieurs séries de données étant perturbées, probablement par la peste dite antonine qui a frappé le monde romain après 165. Néanmoins, dans cet exposé, je vais tenter une approche plus qualitative. Je veux montrer comment les données archéologiques sur une série de thématiques suggèrent les conditions préalables ou les conséquences de la croissance per capita, même si elles ne sont pas la preuve. J'essaierai d'explorer l'échelle et la nature de la production agricole orientée vers le marché, les économies urbaines, le changement technologique et l'investissement en capital, ainsi que le commerce à longue distance à l'extérieur de l'Empire. Je voudrais d'abord examiner le phénomène de la villa romaine en tant que reflet de l'échelle et la nature de la production agricole orientée vers le marché. Dans une contribution précédente de cette série, Michel Rudet s'est penché sur la villa dans le nord de la Gaule, soutenant que le développement du système de la villa n'était pas une transformation radicale, mais un développement continu sur une base des pratiques et technologies rurales de la fin de l'âge de fer. Et il est certain que les Romains ne sont pas installés dans un paysage vide. Et nous pouvons également voir en Grande-Bretagne, par exemple à Lochleys, Welwyn, dans le Hertfordshire, comment une hutte belge, ici circulaire, s'est transformée en une villa primitive entre 60 et 70 après Jésus-Christ. Donc, on a la hutte belge ici, une gouttière d'une autre dans une phase plus tardive, qui sont tronçonnées par cette villa. Un simple bâtiment rectangulaire en pierre de 4 pièces, précédé d'une véranda en bois. La véranda fut remplacée en pierre sur une plus grande échelle au milieu du deuxième siècle de notre ère, par des ailes en saillie. D'autres pièces furent ensuite ajoutées sur les côtés avant que le bâtiment ne soit détruit par un incendie au début du IVe siècle. Une reconstruction vers 330-340 se fait sur un plan différent. La propriété d'un aristocrate autochtone serait conforme au modèle d'autres villas britanniques
à une échelle beaucoup plus petite qui ont succédé à des fermes autochtones sur les mêmes sites. Une telle continuité topographique suggère une propriété continue. De même, à la villa West Park, à Rockbourne, en Hampshire, une hutte ronde en bois utilisée avant et après la conquête romaine de 43 après Jésus-Christ a été remplacée à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ par un bâtiment rectangulaire en pierre. Il semble y avoir un bâtiment de bain à proximité. Au IIe siècle, un nouveau bâtiment de bain a été construit et tout au long des IIe et IIIe siècles, la partie résidentielle a été progressivement étendue par des ranges de pièces sur les côtes ouest et nord. Probablement aussi au IIe siècle, une grange à couloir a été construite. Et plus tard, d'autres bâtiments agricoles ont été ajoutés le long du côté sud. Les découvertes suggèrent une combinaison de cultures céréalières et d'élevage de moutons. La répétition de ce modèle de hutte de l'âge du fer, supplanté par des modestes bâtiments rectangulaires qui ont été ensuite progressivement agrandis en villa à véranda puis à cour, indique que les chefs autochtones ont adopté l'idée romaine de posséder de splendides mansions rurales afin d'exprimer leur identification à la culture romaine. Les villas qui se sont développées de cette manière ont tendance à être plus grandes que la moyenne, peut-être parce qu'elles étaient initialement détenues par les membres d'une élite qui possédait plus de terres. Ces premières villas de la fin du 1er siècle n'ont manifestement pas évolué lentement à la suite d'une accumulation progressive de capital par leurs propriétaires, mais résultent de l'investissement du capital existant dans de nouvelles formes architecturales. Par la suite, leur croissance prolongée semble toutefois être le produit d'une accumulation progressive de capital, dont une partie était périodiquement employée pour agrandir les installations résidentielles et productives de la villa. En Grande-Bretagne, la zone de l'implantation des villas, représentée ici en rose, est étroitement liée à la zone de plaine beaucoup plus urbanisée du sud et de l'est de la Grande-Bretagne. C'est aussi la zone où les villes civiles sont les plus nombreuses, contrairement au nord et à l'ouest, plus militarisées et moins urbanisées, y compris le Pays de Galles. Notez comment tous les coloniaux, ici, et presque tous les capitales civitates, capitales des cités, ont un arrière-pays de villas. Les villas se regroupent autour des villes, qui sont leurs marchés les plus proches, agissant comme des plaques tournantes sur le réseau routier et peuvent ainsi alimenter des réseaux de marchés plus larges et mieux distribués. Ceci reflète la production orientée vers le marché de l'agriculture des villas, destinée spécifiquement à produire un surplus pour la vente sur le marché. Au fil du temps, en Grande-Bretagne, le nombre de villas a augmenté, nombre ici, pour attendre un pic dans la première moitié du IVe siècle de notre ère. À cette époque, la taille moyenne des bâtiments des villas a diminué. Ceci implique
que le phénomène des villas s'est diffusé plus bas dans l'échelle sociale. Ou en d'autres termes, l'élite qui s'est engagée dans ce type d'agriculture et de déploiement résidentiel s'est élargie. Cela devrait refléter au moins l'un des deux phénomènes, à savoir la croissance démographique ou la croissance par habitant, et serait même cohérent avec le fait que les deux se soient produits en même temps, bien que cela ne le prouve pas. Les villas de Grande-Bretagne et du nord de la Gaule ne sont généralement pas dotées de machines de traitement des cultures avec des éléments en pierre, tels que les pressoirs à huile et à vin. Cela est évidemment dû en partie à l'inadaptation de ces régions à la culture de l'olivier et peut-être aussi à l'utilisation fréquente d'éléments en bois dans les pressoirs à vin qui existaient. Dans les régions céréalières, ces éléments de transformation ne se trouvent pas nécessairement sur le lieu de production. Les meules, par exemple, peuvent refléter une transformation sur les lieux de consommation, puisque les céréales se conservent plus longtemps que la farine et qu'elles ne sont donc broyées que peu de temps avant d'être utilisées. Nous avons donc tendance à considérer les pâtes bâties en pierre de la résidence de la villa comme un indicateur de la prospérité de sa production agricole, bien que parfois les vestiges des bâtis comprennent également des bâtiments de ferme. Cependant, en Grande-Bretagne, mais aussi dans le nord de la Gaule et dans certaines parties d'Allemagne, les séchoirs de blé construits témoignent d'un certain niveau d'investissement dans une installation de transformation. On les trouve sur toute la gamme de la hiérarchie des sites en Grande-Bretagne, villas, établissements dispersés, villages et même villes. Leur fonction est encore débattue, mais certains semblent avoir servi à malter le grain pour produire de la bière. Ils font défaut sur les sites pré-romains et également, très rarement, sur les sites médiévaux. Mais qu'ils aient été utilisés pour le dessèchement ou le séchage des grains, ou pour le maltage dans la production de bière, il suggère un changement d'échelle dans la production agricole de céréales et des produits dérivés à l'époque romaine. Dans le monde méditerranéen, en revanche, les éléments en pierre des pressoirs à huile ou à vin sont abondants sur les sites ruraux. Et la période romaine introduit le phénomène de grands centres de domaines de villas avec de multiples pressoirs, 2, 4 ou même plus. En Afrique du Nord, Numidie, Algérie orientale, Afrique proconsulaire, la Tunisie moderne, et tripolitaine, Libye septentrionale, il existe de très grands sites avec des batteries de pressoirs, que l'on peut véritablement appeler des usines de production d'huile d'olive ou de vin. Il s'agit d'un phénomène nouveau qui n'a probablement pas émergé graduellement et progressivement des modèles locaux de propriété foncière. Le site typique de la grande huilerie à pressoirs multiples est peut-être Bir Scaoun, à 35 km au sud de Tébessa en Algérie. Construite dans le style Opus Africanum avec une charpente en pierre de taille remplie à l'origine de maçonnerie plus petite aujourd'hui disparue, c'est une structure imposante et entièrement fonctionnelle. Une série de 6 pressoirs occupait
un côté de le bâtiment. Ils sont reconnaissables au paire de pierres verticales avec des douilles qui ancrent une extrémité de la poutre, comme ici dans la reconstruction. Des portes de changement percées dans le mur extérieur permettaient de déverser des olives directement dans des baies où elles pouvaient être broyées ou triturées avant d'être chargées dans des paniers et empilées sur les lits de pressoir pour être pressées. Les cuves de décantation non représentées sur cette plan de 1901 mais révélées quelque temps avant 1986, se trouvaient devant la plateforme de pressage, ici. Et deux halles situées au-delà de la zone de pressage pouvaient être utilisées pour stocker les amphores contenant l'huile produite. Plusieurs autres installations à 6 pressoirs sont connues dans la même région du sud-est de la Numidie et dans les régions adjacentes de la Tunisie. Et dans la région de Kasserine, nous connaissons des sites à 7, 10 et 12 pressoirs. Plus à l'est, en Tripolitaine, de nombreux pressoirs à olives romains ont été recensés dans les années 1890 par Henry Cowper, dont le plus grand, à Sanam Samana, comptait quelques 17 pressoirs disposés en batterie le long d'un côté d'une grande cour. Nous disposons d'un peu plus de données pour Anshir Sidi Hamdan, enregistré par David Oates dans les années 1950, où une cour centrale est entourée de rangées comprenant 9 pressoirs, la plupart disposés par paire entre des bacs de chargement. Le site suggère donc une étendue impressionnante d'oliviers et on suppose généralement que cette huilerie, comme les autres de la région, appartenait à un membre de l'élite urbaine de Lepkes Magna et était gérée par un villicus ou un esclave en l'absence du propriétaire. Les rares données que nous possédons sur la datation suggèrent une occupation au IIe siècle de notre ère. L'une des plus grandes installations agricoles de ce type est le site de production de vin du deuxième ou début du IIIe siècle de notre ère, à Kerbet El Agoub, près d'Ain El Kébira en Algérie. Publié à l'origine en 1941 comme une huilerie, il a été réinterprété de manière convaincante et correcte par Jean-Pierre Brun comme étant principalement une installation de production de vin dans le bloc principal, ici, bien qu'il y ait quelques pressoirs à huile dans ce bâtiment L. Le bâtiment principal est disposé autour d'une cour centrale à piliers, D, au nord et à l'ouest de laquelle A et B se trouvent les paires d'étages de foulage sans bloc de contrepoids et de pressoirs avec contrepoids devant eux. Au sud, 4 autres étages de foulage qui portent au sud, 4 autres étages de foulage portent le total du complexe à 9 pressoirs et 13 cuves de foulage. À l'est, 2 grandes pièces, F et G, servaient à stocker le vin, probablement dans des tonneaux.
Ces lieux de production massive n'étaient pas uniquement un phénomène nord-africain. Une installation à 6 pressoirs est connue comme faisant partie d'une villa luxueuse beaucoup plus grande à Saint-Michel-de-la-Garde, dans le Var, près de Toulon, dans le sud-est de la Gaule. Il s'agit de l'un des rares sites de grande installation agricole à avoir été fouillé assez récemment, encore une fois par Jean-Pierre, et à avoir fait l'objet d'une publication détaillée en 1989. Les pressoirs datent du début du deuxième siècle de notre ère et ont été en activité jusqu'au milieu du IIIe siècle. Jean-Pierre a d'abord interprété ce site comme un lieu de production d'huile d'olive. Il pense maintenant, sur la base d'analyses chimiques des résidus dans des cuves, qu'au moins certains des pressoirs étaient destinés au vin. Dans la péninsule d'Istrie, célébrée dans l'Antiquité pour son huile d'olive de haute qualité rivalisant avec celle de l'Espagne, nous connaissons plusieurs villas avec jusqu'à 4 pressoirs et un site à Barbariga, dans la Croatie moderne, qui avait 10 pressoirs à huile avec des paires de lits de pressage. Il n'est pas clair si tous les deux d'un paire fonctionnaient simultanément. Un canal de collecte s'écoulait vers une série de cuves de séparation. Ces dernières et les moulins à olives broyées confirment cette fois l'identification comme site de pressage de huile. Malheureusement, il a été fouillé dans les années 1950 et n'a jamais été publié correctement. Mais il semble avoir été construit au 1er siècle après Jésus-Christ et à une date ultérieure, le nombre de pressoirs en fonctionnement a été réduit à 3 ou 4, bien que certains d'entre eux soient restés en usage jusqu'au 6e siècle. À proximité, une grande villa maritime a également été fouillée et il semble probable que l'installation de production avec 10 pressoirs et 100 habitations faisait partie du vaste domaine de la villa maritime. Aujourd'hui, nous ne contentons pas seulement à ces produits de vin, d'huile ou des céréales. L'analyse des résidus effectuée par Nicolas Garnier fait état d'une production de miel à grande échelle dans certaines régions, comme l'a indiqué Emmanuel Bott pour la Dalmatie. Vous avez peut-être remarqué que ce dont j'ai parlé ne sont pas de nouvelles découvertes. Certains de ces sites sont connus depuis les années 1890 et les travaux de terrain les plus récents auxquels j'ai fait référence sont les fouilles de Jean-Pierre Brun dans les années 1980. Pourtant, les implications historiques de la synthèse de ce matériel n'ont été saisies que beaucoup plus récemment. Malgré l'importance de ces sites, le seul à avoir correctement fouillé est celui de Saint-Michel à la Garde. Toutes ces grandes installations supposent des rangées d'oliviers ou des vignobles très répandus pour nécessiter des équipements de transformation à une telle échelle, et les propriétaires des domaines avaient donc une fortune considérable. Dans certains cas, les sources épigraphiques suggèrent qu'ils étaient membres de l'ordre sénatorial, comme Lucilius Africanus, le propriétaire d'Ancher El Begar en Tunisie, avec ses 8 pressoirs, qui a reçu l'autorisation du Sénat romain en 138 après Jésus-Christ d'organiser un marché périodique. Dans d'autres cas, il est vraisemblable d'imaginer un propriétaire extrêmement riche, comme pour les pressoirs tripolitaines appartenant à l'élite de l'Epis Magna, incluant probablement les Sévéris, ou le site de Barbariga en Istrie avec l'huilerie et la grande
Villa Maritime. Ces installations nous donnent donc un aperçu des stratégies économiques des couches supérieures des propriétaires terriens romains qui, dans de vastes régions de la Tripolitaine, du sud et du centre de la Tunisie et du sud de la Numidie, faisaient des investissements colossaux dans la monoculture de l'olivier et dans sa transformation, afin de produire de grandes quantités de denrées commerciales destinées à l'exportation. L'identification de sites particuliers en tant que pressoir à huile ou à vin est moins importante pour mon argument que le fait qu'il montre des niveaux énormes d'investissement dans des installations pour la transformation de ce qui est clairement une production orientée vers le marché. L'ampleur de l'entreprise est peut-être difficile à comprendre. Il convient de souligner que je ne connais aucun parallèle dans aucune civilisation ou culture avant celle de l'Europe de la fin du XIXe siècle où les propriétés foncières ont concentré de telles ressources dans de grandes usines avec des batteries de machines pour le traitement de produits agricoles de l'huile d'olive à cette échelle. L'analogie la plus proche est sans doute l'agriculture de plantation des 18e et 19e siècles à St. Kitts et en Jamaïque, où l'on a investi à une échelle similaire dans des usines de traitement du sucre de canne, toujours dans des domaines gérés par des esclaves. Bien que le pressoir à olive classique, sous ses différentes formes, ait survécu jusqu'au XXe siècle, je ne connais aucun site médiéval ou du début de l'ère moderne qui en compte plus de 2. David Mattingly estime que chacun des pressoirs de Tripolitaine peut produire 9 à 10 tonnes métriques d'huile d'olive par an. Les grandes usines peuvent donc produire de l'ordre de 60 à 170 tonnes métriques d'huile. La production romaine d'huile d'olive pour un marché d'exportation pan-méditerranéen était un véritable phénomène industriel et il ne ressemblait à rien de ce qui l'avait précédé. Cela nous amène à la question de l'investissement en capital et de l'évolution technologique. Les pressoirs à levier et contrepoids, comme ça, ont persisté longtemps après le développement du pressoir à vide, qui pouvait exercer une plus grande pression et était en théorie techniquement supérieur. Cette situation a suscité une certaine perplexité et a donné lieu à des explications historiographiquement connotées, comme la stagnation technologique de l'Antiquité, les propriétaires terriens n'auront pas le prix de la peine d'investir dans les technologies les plus récentes, malgré l'ampleur manifeste de leurs investissements, ou de vagues déclarations selon lesquelles les habitants de différentes régions utilisaient des technologies différentes en fonction de leurs besoins, sans s'interroger sur ce que les besoins étaient réellement. La raison est en fait relativement simple. Les pressoirs à levier et à contrepoids nécessitaient moins de main-d'œuvre qu'un pressoir à levier et vis ou un pressoir à vis direct, et étaient donc mieux adaptés à la production à grande échelle où des batteries de pressoirs multiples étaient utilisées. Une petite équipe pouvait mettre en marche une rangée de pressoirs en triant les blocs de contrepoids qui pouvaient ensuite fonctionner pendant des heures sans surveillance
tandis que les poids se stabilisaient progressivement. Le Talmud de Babylone nous donne la preuve que des pressoirs fonctionnaient sans surveillance le jour du sabbat. L'huile produite le jour du sabbat est cachée à condition que le pressoir ait été mis en marche la veille du sabbat et qu'aucune intervention humaine n'ait lieu le jour même du sabbat. Pour de nombreux historiens du XXe siècle, dont Moses Finley, les preuves décisives de la prétendue stagnation technologique de l'Antiquité classique étaient l'échec de l'exploitation du moulin hydraulique. On pensait bien que le monde romain ait connu le moulin à eau, inventé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il n'en a pas fait un usage généralisé en raison d'une combinaison de facteurs sociaux. L'absence de toute notion de profit, l'abondance de la main-d'œuvre d'esclaves qui aurait rendu la mécanisation inutile, une religion animiste, païenne, réticente à l'exploitation des nymphes, chaque explication est aussi improbable que la suivante. La formulation de Marc Bloch a dominé la pensée historique jusqu'à la fin du XXe siècle. Invention antique, le moulin à eau est médiéval par l'époque de sa véritable expansion. Mais dès les années 1980, des recherches visant à rassembler les preuves de l'existence de l'énergie hydraulique antique ont été menées à l'encontre de ce point de vue. D'abord par Eugen Vikander, puis par moi-même et Jean-Pierre Brun, et entre autres. Depuis 20 ans d'années, la situation a complètement changé grâce à de nouvelles découvertes et fouilles des sites de moulins hydrauliques dont certains ont été réalisés par Jean-Pierre lui-même. Et grâce à l'attention accrue portée à la typologie des meules qui nous permet aujourd'hui d'identifier avec certitude celle qui provient du moulin à eau. Aujourd'hui, nous savons que le moulin hydraulique a été inventé au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans le monde hellénistique et qu'il s'est répandu autour de la Méditerranée dès les premiers siècles avant Jésus-Christ, peut-être à la suite de la domination romaine. Ces cartes, extraites de ma récente synthèse sur les preuves de l'existence de moulins hydrauliques antiques, montrent la répétition des sites connus ou fouillés au 1er siècle de notre ère, au 2e siècle de notre ère, ça c'est Barbagal avec 16 roues, 3e siècle et 4e siècle. Si en Gaule et en Grande-Bretagne nous recensons aujourd'hui un plus grand nombre de moulins hydrauliques, c'est le résultat de l'archéologie moderne financée par des promoteurs avec l'appui de nouvelles technologies et des méthodes qui sont encore absentes en Méditerranée orientale et en Afrique du Nord. Il en va de même pour les grands meules. Ce n'est que récemment que Paul Picavet a identifié un type de grand meule caractéristique des moulins à traction animale en Europe du Nord et en Grande-Bretagne. C'est par la rotation de sa circonférence que nous pouvons la distinguer des meules de moulins hydrauliques. Ces derniers sont entraînés par un anneau ou une barre transversale au sommet de la broche de l'engrenage fixé à la roue hydraulique. Si nous prenons l'ensemble des grandes meules romaines de tout l'Empire et que nous enlevons le type de Picavet à traction animale, ici, plus mince, il nous reste 7 cartes de répartition des pierres qui doivent provenir de moulins hydrauliques, même si le moulin lui-même n'a pas été localisé. L'image à l'échelle de l'Empire est évidemment fortement tributaire des groupes de recherche locales en Grande-Bretagne, dans certaines régions de la Gaule du Nord et en Suisse.
mais elle montre l'utilisation courante des moulins à eau, surtout dans les provinces du Nord et sans doute ailleurs si l'on faisait le travail de synthèse nécessaire en fouillant dans les réserves des musées et l'archive des fouilles. Les Romains n'utilisaient pas seulement la force hydraulique pour moudre le grain. Au cours des 30 dernières années environ, nous avons pris conscience des preuves de la diversification de l'utilisation de la force hydraulique à d'autres fins. Concassage du minerai dans les mines, moulins à tanner, scie à eau pour la pierre et peut-être pour le bois. Depuis le début des années 1990, les chercheurs ont reconnu qu'un type caractéristique d'enclume en pierre, avec des rangées de 4 dépressions régulières sur les côtes longues, a été trouvé dans un certain nombre de mines d'argent et d'or en roche-dure dans le nord de l'Espagne, au Portugal, au Pays de Galles et même au Kosovo. Les stries sont trop régulières, trop grandes et trop profondes pour avoir été faites par un martelage à la main, et elles ont dû être produites par un poinçon mécanisé fonctionnant dans un cadre de guidage. Le traité de Re Metallica de Georgius Agricola, publié en 1556, illustre exactement ce type de machine à emboutir le minerai actionné par l'eau. Ces machines ont survécu en Roumanie comme à Regiomontana jusqu'au XXe siècle. La pierre, connue sous le nom de Carreg Pumsaint à la mine d'or de Dolocothy au Pays de Galles, est un enclume de ce type et a été trouvée près d'un canal d'eau artificielle alimenté par l'un des aqueducs du site. La date d'exploitation des mines dans lesquelles ces enclumes ont été trouvées suggère qu'elles ont été utilisées au 1er et 2e siècle de notre ère. L'importance technologique de cette invention est qu'elle montre que les ingénieurs romains étaient capables de convertir un mouvement rotatif en un mouvement alternatif de haut en bas et d'appliquer cette découverte pour effectuer un travail économiquement rentable dans l'industrie minière. Ce sujet évolue rapidement. Le carreg Angerad Fechan, utilisé jusqu'à récemment comme porteur d'entrée à une ferme à Erglog, au Pays de Galles, a été identifié seulement en 2004 comme un enclume de concassage de minerai, ce qui semble correspondre à une phase romane d'exploitation du plomb dans les environs. La pierre d'enclume de Kosovo n'a été mentionnée qu'en 2011. Notre image de l'adoption et de la sophistication des machines romaines évolue d'une année sur l'autre. Les bocards à eau étaient utilisés à d'autres fins que l'exploitation minière. En 2014, Jean-Pierre Brun a identifié un moulin à eau fouillé dans les années 1950 à Saipinum en Italie comme étant un moulin de tannerie. Le moulin, daté de la fin du IIIe siècle de notre ère, possède un puits d'engrenage beaucoup plus grand que celui des moulins à grains. Au centre, il était dallé de tuiles plates qui ont été éclatées par des impacts. L'arbre moteur du moulin était placé si bas par rapport au niveau du dallage du puits d'engrenage qu'aucun rouet n'aurait pu y tourner. Il aurait cependant été juste à la bonne hauteur pour un arbre à cames soulevant les pilons. La tannerie voisine fournit une explication. Il s'agissait d'un moulin à tanner
broyant de l'écorce ou des noix de Galles pour obtenir des tanins. Les skis à eau ont été reconnus dans des contextes byzantins au cours des 20 dernières années environ. L'un d'entre elles, à Éphèse, dans le Hanghouse 2, a été identifié grâce au bloc partiellement skié de part et d'autre de la ligne de la fosse de la rue, qui ont simplement été laissés à l'abandon lorsque le moulin est apparemment tombé en panne. Il est daté du 6e siècle de notre ère. De même, à Jerash, Jacques Sen a identifié en 2002 un ski à pierre byzantine actionné par l'heure grâce à des tambours de la colonne partiellement taillée et posée à côté de la fosse de la rue, ici et là. Ça, c'est une reconstruction. Ici, les coupes inachevées dans les tambours ont montré que de chaque côté de la rue se trouvait un scie à cadre avec 4 lames, permettait de couper 8 plaques de plaquage à la fois. Ces découvertes nous aident à reconstituer les scies à eau mentionnés dans les textes du IVe siècle, tels que Grégoire Nazianzus qui parle d'hommes sciant des plaquages de marbre avec de l'eau et du fer, et le poème d'Ausonius sur la Moselle. L'ancienneté de ces lignes a été inutilement mise en doute par l'historien médiéval Lynn White Jr. parce qu'il croyait à la stagnation technologique de l'Antiquité. Mais nous pouvons faire remonter la ski à eau romain plus loin dans le temps, puisqu'un ski à eau avec des blocs de chaque côté d'elle est représenté sur un relief de sarcophage de Hierapolis en Phrygie qui date d'entre 212 et 250 environ. Plus intéressant encore, les empreintes de bois skiés régulièrement ont été reconnues dans les dépôts de carbonate de calcium qui se sont formés dans le moulin à eau de Barbegal en Gaule. Ceux-ci ont en effet créé un moulage des conduits de bois qui conduisaient l'eau aux roues à eau du moulin à grains. La régularité des stries indique qu'ils ont été sciés dans une scierie à eau, et comme certains d'entre eux datent de la phase initiale du moulin, au début du deuxième siècle de notre ère, nous pouvons dire qu'il y avait des scieries à eau pour le bois dès cette date. Ce n'est pas surprenant. Si les Romains pouvaient utiliser des scieries à eau pour couper le marbre, ils pouvaient aussi le faire pour le bois. Mais bien sûr, les scieries pour le bois ne laissent pas de traces durables en pierre et sont donc beaucoup plus difficiles à repérer archéologiquement. Les découvertes archéologiques semblent donc de toute évidence réfuter l'idée que la technologie employée dans le monde romain serait stagnante. L'énergie hydraulique était indéniablement utilisée dans les industries, contribuant considérablement à la rentabilité de la production. Pourtant, même si l'essor per capita est maintenant indéniable, nous sommes encore loin de pouvoir chiffrer plus précisément le surplus économique généré grâce à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Selon un autre point de vue plus largement répandu dans les années 1980 et 1990, la ville antique était économiquement dépendante de la campagne et ne produisant rien en échange de la nourriture qu'elle consommait, laquelle était
en grande partie prélevés par une élite urbaine par le biais des loyers et des impôts. Moses Finley a déclaré que la fabrication urbaine était essentiellement mesquine et que l'artisanat n'était pas considéré comme une source de revenus pour l'élite romaine. Ce point de vue était bien sûr entièrement fondé sur des sources littéraires et le modèle weberien de la ville de consommation que Finlay a déclaré vrai pour le monde antique, n'a pas été mis à l'épreuve de la réalité archéologique. Les problèmes méthodologiques que cela pose n'ont même pas été envisagés avant le début du XXIe siècle. À supposer que Finlay avait raison de dire que tous les ateliers antiques étaient de petite taille, cela ne suffirait pas en soi à considérer la production urbaine comme insignifiante. Il faudrait montrer que le nombre total de petits ateliers dans une ville donnée n'était pas important, de sorte que leur production totale ne l'était pas non plus. Cela pose un problème archéologique. Pour la plupart des villes, nous ne disposons que d'une partie relativement faible qui a été fouillée. Ainsi, même si l'on fouille quelques ateliers dans une petite partie de la ville, ou même si l'on n'en trouve aucun, comment savoir s'il n'y en a pas d'autres ailleurs? Mais il n'est pas non plus légitime d'extrapoler à partir des ateliers que nous trouvons et de supposer que la même densité de production existait dans toute la ville. C'est peu probable. Un certain éclaircissement provient de deux sites qui ont fait l'objet de fouilles extensives, mais malheureusement avec des techniques de fouilles médiocres, ce qui fait que nous n'avons pas de continuité chronologique. À Timgad, les fouilles de la période coloniale française ont mis au jour les vestiges de la ville romaine, mais ont permis de découvrir quelques 22 ateliers dotés chacun d'un puits et de cuves de terre cuite placés dans des cuves en conglomérat ou de béton plus grandes. Il semble s'agir d'ateliers de foulage, bien que l'on ne puisse exclure la possibilité de teinturerie ou même de tannerie. Une inscription faisant référence à un forum vestiarium ad Utricianum, un marché de tissus auxiliaires ou supplémentaires, semble confirmer l'implication de Timgad dans la production textile. Les éléments de datation dont nous disposons, et ils sont peu nombreux, suggèrent une date pour ces ateliers du milieu du 4e siècle pour le second marché au tissu, et les ateliers ont pu durer jusqu'à la destruction de la site vers 424. Le deuxième site est celui de Sabrata, qui a également fait l'objet de fouilles de dégagement des années 1920 jusqu'en 1942. Ici, un certain nombre d'ateliers ont été fouillés, mais non publiés, qui présentaient des cuves disposées généralement par 2, par 3 ou par 4. J'ai pu les identifier comme étant des cuves de salaison. Ici, aussi, nous avons une ville ou une industrie particulière avec beaucoup de cuves ici. Le traitement du poisson pour le stockage et l'exportation peut prétendre à une importance additionnelle. La petite taille des ateliers suggère que dans ces cas, les propriétaires d'ateliers étaient de moyens
relativement modeste, bien que les ateliers aient pu être loués par des propriétaires plus puissants. Mais ailleurs, il y a des signes d'unité plus grandes. À Ostie, il y a au moins 4 grandes blanchisseries construites à cet effet, comme celle qui possède 33 cuves de foulage et 4 grandes cuves de rinçage. On peut imaginer qu'il pouvait y avoir jusqu'à 40 ouvriers, probablement des esclaves, et le capital nécessaire pour l'installation et la manœuvre suppose un propriétaire riche. À Pompée, l'une des plus grandes maisons appartenait à un certain Aulus Umbricius Scaurus, qui faisait de la publicité pour son activité de production de sauce de poisson au moyen d'une mosaïque dans son atrium, avec à chaque coin de l'impluvium des représentations de sei portant des tituli picti, par exemple le meilleur garum du maquereau de Scaurus, la mosaïque ici. Les représentations en mosaïque sont identiques aux osseilles réels qu'ont été trouvés portant les tituli picti de Scaurus, à la fois dans la baie de Naples et plus loin, y compris dans une épave au large de Fos-sur-Mer. Si nous avions besoin d'une autre preuve de sa richesse que la taille de la maison de Scaurus, son fils devient Duumvir de Pompéi et reçut une tombe élaborée aux frais de la vie à l'extérieur de la porte de Herculanum. Certes, les Scauri n'étaient pas de rang sénatorial ou noble, mais ils nous montrent un exemple d'une élite municipale dont la richesse semble provenir de la production et du commerce. Pompée nous donne bien sûr l'exemple d'une vie où l'on peut également observer toute une série d'autres activités artisanales, ateliers de teinture et de foulage, tanneries telles que celle mise au jour par Jean-Pierre, production de poterie comme l'a évoqué Laetitia Cavassa dans sa conférence, et toute une série d'activités dans les banlieues, comme nous l'avons entendu dans la conférence de Bastien Lemaire. Ce tableau que nous venons de dessiner ne correspond pas au modèle de la ville de consommation cher à certains historiens. La contribution de l'archéologie à la démonstration du volume des échanges et de l'interconnexion commerciale de l'Empire romain est assez bien connue pour que vous en parle aujourd'hui. Bien que dans les années 1990, certains historiens comme Dick Whitaker essaient encore de faire valoir que la distribution des infos s'expliquait par le fait que les élites déplacent ces marchandises entre leurs domaines dans différentes provinces. Aujourd'hui, il ne serait plus attendu. Au contraire, nous sommes à l'aise avec l'idée du flux à grande échelle et sur de longues distances de produits de base comme les céréales, l'huile d'olive, le vin, les sauces de poisson. L'État jouait un rôle important, comme l'a expliqué Mathieu Pou, pour approvisionner Rome et l'armée, mais la plupart des échanges se faisaient sur le marché libre. Mais là où l'archéologie a de nouveau bouleversé notre façon de penser depuis un 20 ans d'années, c'est dans les preuves cumulées d'un commerce à bien plus grande échelle et d'une plus grande importance économique et culturelle à travers les frontières orientales et méridionales de l'Empire, avec des peuples extérieurs à l'Empire romain. David Mattingly nous a dressé un tableau saisissant des contacts de Rome avec les Garamantes du Sahara libyen et l'importance de ces contacts pour les Garamantes eux-mêmes. Nous devons prendre au sérieux les implications de la quantité considérable de biens romains exportés vers le Sahara central
pour ce qui aurait pu arriver en retour, probablement du coton, peut-être du natron, certainement des esclaves, peut-être la principale cargaison sur cette route. De même, notre compréhension du commerce avec l'Inde a radicalement changé au cours des 2 dernières décennies. Les fouilles menées à Patanam sur la côte ouest de l'Inde, peut-être l'ancien Muziris, ont permis de découvrir de nombreuses amphores romaines et des tessons d'objets d'art. Les fouilles de Bérénice sur la côte de la mer Rouge ont permis de retrouver du bois, des textiles et des poteries provenant du sous-continent indien et de la péninsule arabique. La publication et l'analyse subséquente du papyrus de Muziris, qui détaille les arrangements d'un prêtre maritime pour un voyage de navire Hermapollon à Muziris et qui détaille une partie de la cargaison dans une évaluation de la taxe douanière d'importation à payer, met en évidence la grande valeur de ces cargaisons et les profits qu'elles pouvaient rapporter. Des profits à la fois pour les marchands et pour l'État. L'État prévalait quelques 2 millions de sesterces de taxes sur la cargaison de l'Hermapollon. L'importance du commerce indo-méditerranéen via la mer Rouge pour l'État romain est confirmée à la fois par le stationnement d'une flotte dans les îles Pharasin, dans le sud de la mer Rouge, au milieu du IIe siècle, dont le but ne peut être que de protéger les navires marchands romains contre la piraterie, et par les efforts déployés par l'État romain pour protéger les routes caravanières terrestres à travers le désert oriental qui relaie les ports de la mer Rouge et Coptos sur le Nil. Des points d'eau fortifiés étaient construits à des intervalles d'un jour de voyage ou moins, réduisant ainsi la quantité d'eau que les caravanes devaient transporter pour rester en vie, et libérant de la capacité pour les marchandises vendables. Les commerçants devaient payer une taxe pour couvrir les coûts de l'escorte militaire chargée de les protéger contre les nomades du désert. Tout ce système s'est effondré à la suite de la révolte des Palmyrènes sur Zénobie dans les années 270, lorsque les unités palmyréniennes qui tenaient garnison dans ces forts ont été retirées pour défendre l'Égypte contre la contre-attaque d'Aurélien, comme Jean-Pierre l'a montré dans ses fouilles de l'un de ses forts à Zéron Pelagus. Les Blémides ont envahi les routes du désert oriental et le commerce a été forcé de remonter la mer Rouge jusqu'à Clysma, un voyage long et difficile contre les vents dominants du nord. L'ampleur du commerce indo-méditerranéen semble avoir considérablement diminué en conséquence. Compte tenu de cette nouvelle perspective sur le commerce oriental et méridional, nous pouvons nous demander si nous devons réévaluer la perception commune selon laquelle Rome n'avait pas de commerce significatif avec des tribus barbares d'Allemands et de la Scandinavie. Ces trésors de pièces romaines dans le nord-est de l'Europe sont-ils vraiment le signe d'un pillage et d'une rémunération de mercenaires, ou pourrait-il indiquer aussi un commerce d'invisibles archéologiques, tels que des esclaves et des fourreaux? Je pourrais continuer,
les émissions de plomb provenant de l'exploitation minière, la croissance du nombre de grandes villes qui suggère une augmentation de la population non engagée dans l'agriculture primaire et donc soutenue par le travail agricole d'autres personnes, ce qui suggère également une croissance par habitant. Même les reconstitutions paléoclimatiques qui suggèrent une période faiblement chaude au 1er et 2e siècle de notre ère. Mais j'espère vous avoir montré que l'archéologie nous permet de déduire que les élites romaines ont investi massivement dans des biens d'équipement destinés à la transformation des récoltes agricoles, dans un système agricole basé sur les villas, du moins dans la partie occidentale de l'Empire, qui était un phénomène nouveau à l'époque romaine et qui visait à produire des excédents destinés à la vente sur le marché, dont une grande partie était exportée au-delà des frontières provinciales. Le développement technologique comprenant la mécanisation non seulement de la mouture du grain, mais aussi du tannage, du concassage du minerai et de la taille de la pierre. Les villes étaient pleines de production et de fabrication artisanale et le commerce à longue distance à travers les frontières de l'Empire était d'une telle importance fiscale pour l'État romain que des investissements étaient faits dans l'infrastructure de transport pour le soutenir et que l'armée et la flotte étaient stationnées à des endroits clés pour protéger les navires marchands et les caravaniers. Bien qu'aucun de ces éléments ne puisse à lui seul prouver la croissance économique par capita, le fait qu'ils étaient largement absents du même espace géographique au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais présents du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, le suggère fortement. Si nous voulons trouver des comparaisons pour ces phénomènes, nous devons nous tourner vers l'Europe du 18e et 19e siècle. Et si les comparaisons qui y sont faites ne sont en aucun cas exactes, elles sont fortement suggestives d'ampleur de l'économie romaine. Merci pour votre attention.